Alors, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette journée qui est dédiée au savoir et qui a été dédiée aussi au professeur Khoudia, avec lequel j'ai travaillé pendant maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est vraiment une émotion que de parler de lui. C'était un homme de savoir, c'était un homme qui a été plein d'humanisme et plein d'humanité, qui s'est beaucoup investi dans la formation continue. Et je suis vraiment contente d'être ici pour lui rendre hommage. Et Sana, il sera toujours parmi nous. Alors, je vais vous parler d'une question qui est, je dirais pas d'actualité, mais qui est une question d'ordre pratique. C'est une pathologie qu'on rencontre assez fréquemment dans notre consultation, qui est les infections génitales mycosiques. Alors, avoir une infection génitale n'est pas vraiment un problème, mais l'avoir de façon répétée peut être problématique pour les femmes et on va le voir. Alors, je vous pose la première question. À votre avis, combien de femmes souffrent au moins une fois dans leur vie d'une mycose vulvo-vaginale? Vous allez répondre facilement. Au fait, presque une femme sur deux, à un moment donné de sa vie, aura cette infection. En effet, probablement que cette incidence est plus importante parce que beaucoup d'infections ne sont pas diagnostiquées, parce que la femme ne consulte pas et souvent c'est de l'automédication et on peut passer à côté. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir une infection, c'est surtout la récidive. Et après une première mycose vulvo-vaginale, combien de femmes vont développer une récidive? Et là, vous allez voir que le chiffre est assez important. Presque un quart des femmes risquent d'avoir une récidive de cette infection génitale. On estime à plus de 138 millions de femmes par an qui souffriraient d'une infection génitale répétée. Alors la problématique, c'est par rapport à la qualité de vie. Avoir une infection génitale, parfois, peut être problématique dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie sexuelle, mais également sur le plan économique. En effet, chez les femmes qui travaillent, l'absentéisme peut être problématique et donc sur le coût global, cela peut se faire ressentir. Alors, quelle est la part de l'infection mycosique dans les infections génitales d'une manière générale? Selon les études, on estime entre 17 à 39% de causes mycosiques dans les infections génitales basses. Dans une autre étude, on l'estime à 36%. Et dans la forme récidivante, les projections en 2030, plus de 158 millions de femmes peuvent avoir une infection génitale par année. Donc c'est pour vous dire la fréquence et l'importance de cette pathologie. Alors, avant de comprendre comment traiter, il faut d'abord comprendre la cause. Et pour comprendre la cause, il faut parler de physiologie. Alors, la muqueuse vaginale n'est pas une muqueuse qui est stérile, c'est une muqueuse qui est pleine de germes. Merci. Alors, c'est une muqueuse qui est pleine de germes. Alors, il existe des bactéries, c'est ce qu'on appelle les bonnes bactéries. C'est celles qui vont coloniser d'une grande partie donc, de ce vagin qui sont les lactobacilles. Alors, quel est le rôle de ces lactobacilles? Elles produisent de l'acide lactique, du peroxyde d'hydrogène et des bactériocides donc, qui vont empêcher la prolifération de bactéries qui sont nocives et qui vont garder un pH qui est bas. Ce pH bas a un rôle très important pour empêcher les infections mycosiques. Et à chaque fois que ce pH va être modifié, les champignons risquent de se propager. Alors donc, il en existe de multitudes de lactobacilles. Les plus importantes et les plus bénéfiques pour le vagin, c'est le lactobacille crispatus, qui est le plus important. Vous voyez sur cette plaque que les lactobacilles prennent une part très importante dans toutes les bactéries, entre 60 à 80%. Le reste, il existe d'autres bactéries qui existent à l'état saprophyte. Le plus important, c'est que cet équilibre ne soit pas perturbé et que le nombre des autres types de bactéries ne se prolifère pas et donc cela va entraîner l'infection. Alors, qu'en est-il des champignons ou des mycoses? Il faut savoir que le Candida albicans
20 à 30% des femmes présentent ce champignon et il n'entraîne aucun symptôme, c'est-à-dire qu'il va exister de façon saprophyte. Sa particularité, lorsqu'il n'entraîne pas de symptômes, c'est qu'il est au stade de spore. C'est une forme ronde et qui est très peu pathogène. Mais à chaque fois qu'il va y avoir des facteurs perturbateurs, cette forme que vous le voyez ici, bon, j'ai pas de... Vous avez un pointeur ? Alors, vous le voyez, la forme ronde, à chaque fois que cette forme sporique va changer, va donner des formes filamenteuses, à ce moment-là, il va y avoir la perturbation. Et la perturbation va entraîner une adhésion de ce champignon sur la muqueuse vaginale d'une part et entraîner la formation d'un film qui sera à l'origine de la réaction inflammatoire et de tous les symptômes qui va se proliférer. Vous le voyez ici, voilà. La forme, elle est principalement sous forme de spore. À chaque fois qu'il va y avoir des filaments, il va y avoir invasion de cette muqueuse vaginale et la formation de films qui sera à l'origine de toute la réaction inflammatoire et à l'origine de l'infection. Alors, pourquoi il y a la mycose? On a dit que les champignons peuvent exister, mais à quel moment il va y avoir cette mycose? Au fait, il y a 3 intervenants. Il y a d'abord le champignon en lui-même, il y a l'hôte qui est la femme, et puis, il y a les facteurs déclenchants ou déclencheurs. Alors, le champignon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le champignon? Plusieurs types de champignons peuvent exister. Le plus important est le Candida albicans. 80 à 90% des mycoses sont dues au Candida albicans. Alors, quelle est sa particularité? Il a une forte capacité d'adhésion et de se transformer, donc sous ce forme de filament. Mais l'avantage, c'est qu'il est très sensible au traitement azolé. Donc, la réponse... Merci beaucoup. Donc, la réponse au traitement est très bonne. Et souvent, la femme va guérir rapidement de cet épisode ou de cette infection. Tous les autres types de mycoses, principalement donc, le Candida glabrata, lui, quant à lui, présente cette résistance au traitement habituel. Et donc, on va avoir soit un échec au traitement, soit rapidement la récidive. Puis les autres sont plus rares. Alors, il faut distinguer aussi les candidoses vulvovaginales, qui est un seul épisode, qui n'est pas vraiment problématique, des candidoses vulvovaginales récidivantes, qui est un véritable problème. Une femme qui vient consulter chez nous pour une récidive, elle va généralement venir avec 3-4 ordonnances et qui a testé tous les traitements. Elle va venir vous voir, elle va vous regarder dans les yeux, elle va vous dire « j'ai cette infection depuis tant et j'arrive pas à guérir » et à nous de trouver la solution, à nous de la guérir, à nous de la soulager. Et parfois, ce n'est pas toujours évident. Alors, l'infection vulvovaginale, c'est une infection fongique de la vulve ou du vagin, principalement due au Candida albicans. La forme récidivante, c'est lorsqu'on a plus de 3 épisodes symptomatiques par an. Il y a quelques années, on parlait à partir de 4, mais là, à partir de 3, parce qu'il y a toutes les conséquences liées à cela qu'il faut prendre en charge de façon assez sérieuse. Alors, comme je vous l'ai dit, voilà la forme qui est sous forme de spore, et à chaque fois qu'il y a l'apparition de filaments, c'est là où il va y avoir la perturbation et l'inflammation. Alors, c'est principalement des femmes qui présentent des facteurs de risque, c'est la femme enceinte, la femme immunodéprimée, et souvent, heureusement, elle est asymptomatique. Donc voilà l'existence de filaments, et vous voyez, quand le film va se constituer tout autour, c'est là qu'il va y avoir la résistance aux différents traitements habituels. Alors, on a remarqué que certains génotypes de Candida albicans sont plus agressifs que d'autres. Donc, c'est des femmes qui vont avoir plus de récidives et plus de résistance aux traitements antifongiques habituels. Qu'en est-il de l'hôte? Donc, on a compris que le champignon a un rôle, mais à lui seul, il n'explique pas cette récidive. Qu'en est-il de l'hôte? Alors, principalement, lorsqu'on a une femme qui résiste au traitement, il faut chercher
des facteurs de risque. Et l'un des facteurs de risque les plus courants, c'est le diabète. Donc, recherche soit la femme est déjà connue comme étant diabétique, donc voir l'équilibre diabétique. Plus la femme est déséquilibrée, plus elle est sujette aux infections, parce que déjà il y a l'immunodépression qui existe chez elle. Mais chez la femme qui n'est pas connue, il faut avoir le réflexe de rechercher par une glycémie à jeun pour justement dépister un diabète qui est jusque-là méconnu. Alors, chez la femme diabétique, donc, c'est des femmes qui font plus d'infections génitales à répétition, même si c'est dû au candida albicans. Donc, avoir le réflexe de rechercher ce diabète. Alors, chez d'autres femmes, on a remarqué, malgré qu'elles n'aient aucun facteur de risque, pas de maladie connue, pas d'immunodépression, pourtant, elles sont sujettes à faire des infections à répétition. Et là, beaucoup s'accordent à dire que chez certaines femmes, il y a un déficit immunitaire qui fait qu'elles sont plus sujettes aux infections que d'autres. Et c'est des familles d'infections d'une manière générale. Alors, le microbiote vaginal a-t-il un rôle dans la récidive? Oui, puisqu'on a dit que l'équilibre au niveau du vagin est à l'origine de la préservation de l'infection. Et donc, à chaque fois que le microbiote vaginal change, à chaque fois, le risque augmente de récidive. En effet, les lactobacilles sont protecteurs. Pourquoi ils sont protecteurs? Parce qu'ils vont produire une substance antifongique. Donc déjà, ils diminuent le pH du vagin, donc cela protège contre le candida albicans. Mais en même temps, cette substance antifongique est là pour bloquer cette adhérence qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, elle va empêcher l'effet de ce biofilm et donc de toute la réaction inflammatoire qu'on a remarqué chez les femmes qui présentent une candidose. Qu'en est-il des facteurs déclenchants? Parce qu'il en existe. Alors, l'une des raisons, et il faut avoir toujours le réflexe de poser la question à la femme, est-ce qu'elle est sous traitement et quel type de traitement? Les traitements antibiotiques. C'est vrai que l'antibiothérapie va guérir d'une infection, quel que soit son siège pulmonaire, digestif, peu importe. Mais en même temps, cette antibiothérapie, elle va perturber le microbiote vaginal et elle sera à l'origine donc de l'augmentation du pH, de diminution du pH vaginal. Donc ça va entraîner la prolifération de tout type d'infections, pas seulement les infections mycosiques. D'ailleurs, la vaginose bactérienne est retrouvée dans 20% des cas, mais dans la mycose vaginale, une femme sur deux, lorsqu'elle est sous traitement antibiotique, surtout lorsqu'il est à large spectre et surtout lorsque la durée est assez prolongée, cela va entraîner une mycose vaginale. Alors, d'autres traitements également peuvent être à l'origine de cette mycose. C'est la corticothérapie et le traitement immunosuppresseur. C'est clair que ces traitements-là vont réduire l'immunité à médiation cellulaire et vont favoriser la colonisation et l'invasion de la muqueuse par le candida. Alors, d'autres facteurs peuvent être responsables d'une infection mycosique. Au fait, c'est tout ce qui va entraîner une hyperoestrogénie parce que les oestrogènes sont là pour perturber ce microcosme vaginal. Alors, c'est d'abord la contraception hormonale. Les oestrogènes ont été incriminés dans l'augmentation de l'adhésion des candidats sur les cellules épithéliales, ce qui va entraîner l'augmentation de la production du glucogène, le glucogène qui est là pour nourrir ce champignon. Les traitements hormonosubstitutifs par le même effet, par augmentation donc, des oestrogènes. Puis, on a toutes les variations hormonales naturelles, c'est-à-dire qu'une femme peut avoir pendant son cycle. Et on a remarqué que la femme en phase lutéale, par la chute hormonale, va entraîner cette infection. Et souvent, on a des femmes qui vont faire des infections génitales en prémenstruel. Et elles reviennent à chaque fois dire, voilà, juste avant mes règles, voilà ce que j'ai eu comme symptômes. La ménopause également est là
comme élément, comme facteur de risque par la diminution des oestrogènes et une atrophie vaginale. Donc on voit bien que l'hyperostrogénie n'est pas bonne, mais l'hypoestrogénie également est là pour fragiliser cette muqueuse vaginale. Alors, la grossesse également a été incriminée comme facteur de risque. Pourquoi? Donc, globalement, il y a une augmentation d'œstrogène chez ces femmes-là, mais également, on sait tous que l'immunité chez ces femmes-là diminue pour des raisons liées à cette grossesse, mais elle est là également, cette immunomodulation qui est là pour protéger le fœtus, pour qu'il n'y ait pas cet avortement et ce rejet de cette grossesse, elle est là pour modifier donc cette tolérance au candidat. Et donc, c'est des femmes qui font plus de risques d'infection génitale pendant la grossesse. Alors, il existe également des facteurs locaux liés à l'hygiène de cette femme et c'est très important de poser la question justement pour changer ce mode de vie de la femme. Alors, c'est l'hygiène intime excessive. Il y a certaines femmes qui font des douches vaginales en pensant que cela les protège mieux, que c'est une hygiène. Au contraire, cela va perturber le microcosme donc, vaginal et le microbiote vaginal, donc les douches vaginales répétées. L'utilisation donc de sous-vêtements synthétiques sont là également pour une prolifération des différents micro-organismes et notamment le candida, et des relations sexuelles fréquentes ou utilisation de spermicides semblerait altérer le microbiote. On va voir quelle est la part de la responsabilité du mari dans le risque d'infection. Puis il y a aussi des facteurs psycho-neuro-immunologiques. Alors on a remarqué que les femmes qui vivaient dans un climat de stress étaient plus sujettes à développer des infections génitales basses à répétition, probablement liées, cela va avoir un impact sur l'immunité de la femme. Puis la fatigue, troubles du sommeil, tout cela, tout ce qui peut altérer l'immunité locale serait à l'origine de l'infection, mais ces éléments sont un peu plus difficiles à quantifier et à évaluer que tous les autres. Alors, on a parlé du partenaire. Est-ce que réellement le partenaire ou le mari a un rôle dans cette infection? Alors, les raisons qui incriminent le partenaire, on a remarqué que les femmes qui avaient beaucoup plus de rapports sexuels étaient plus sujettes à faire des infections génitales basses. La colonisation chez les partenaires, on a vu que les femmes qui faisaient des infections génitales basses à répétition avaient 4 fois plus de colonisation, c'est-à-dire si on faisait des prélèvements chez le mari, on retrouvait également plus de germes. Le liquide séminal facilite les filaments candidats. On a vu que la transformation du spore en filament était un élément déclenchant. Et même les souches chez les patientes et partenaires, on a retrouvé que si on prélevait chez la femme et chez le mari, on retrouvait les mêmes souches. Donc probablement, est-ce qu'il y a une contamination de l'un à l'autre? La question se pose. Et également, on a remarqué que chez certaines femmes, comme celles qui font des infections à répétition juste avant les règles, donc prémenstruelles, certaines femmes, après chaque rapport, elles signalaient des symptômes liés à des infections génitales basses à répétition. Donc, y a-t-il des candidoses post-coïtales? Et enfin, certaines pratiques sexuelles ont été incriminées dans l'augmentation du risque de candidose. Par contre, il y a des raisons qui innocentent le mari. Malgré, chez certaines femmes, on a préconisé celles qui faisaient des infections à répétition. Lorsqu'on préconisait l'utilisation de préservatifs, cela n'empêchait pas que la femme récidivait. Donc, est-ce que le rapport a réellement une raison ou est-ce que c'est vraiment un facteur de récidive? Et son traitement ne réduit pas la fréquence de récidive. Donc, même traiter le mari en même temps que la femme, cela ne diminuait pas le risque de récidive. Donc, ça innocente quelque part le mari. Et donc, les récidives, a priori, ne sont pas liées à une recontamination. Donc, l'un ne va pas contaminer l'autre, comme s'il y a un effet de ping-pong. Il existerait probablement un facteur mécanique. Et surtout, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas traiter le partenaire lorsqu'il est asymptomatique. Alors, on a dit que la récidive était problématique parce qu'elle avait un impact psychologique, mais attention,
les infections génitales basses à répétition peuvent avoir aussi de lourdes conséquences chez la femme pendant la grossesse, parce qu'elle peut être responsable de complications, notamment de rupture prématurée des membranes, d'accouchement prématuré, d'avortement, mais elle peut également être responsable d'infections sexuellement transmissibles, parce que cette muqueuse vaginale, elle va être abrasée, elle va être plus vulnérable pour d'autres infections, et notamment les infections sexuellement transmissibles, et enfin le risque sur l'infertilité qui n'est pas négligé. Alors les symptômes. Tout le monde connaît l'infection génitale liée aux champignons ou aux mycoses. C'est le prurite vulvaire intense, c'est le maître symptôme. Mais on a aussi les brûlures vulvaires et les leucorrhées qui sont assez particulières en lait caillé et qui n'ont pas d'odeur. À la limite, la femme elle-même peut poser le diagnostic. Mais il peut y avoir des symptômes qui sont plus subtils. Un érythème, un œdème, une sensation de picotement ou une sensation de mal-être chez la femme vaginale qui peut être à l'origine donc de cette infection. Au fait, si on a les trois symptômes, la valeur prédictive positive qui liait ce champignon est de 68%. Attention au diagnostic différentiel. C'est la vaginose bactérienne et le trichomonas. C'est les deux causes qu'il faut aussi rechercher. Puis il y a d'autres causes diagnostiques différentielles liées aux symptômes, l'herpès, le lichen et le psoriasis, mais la symptomatologie clinique, elle est assez parlante et elle peut orienter. Et toute la problématique, et peut-être on en parlera lors de la discussion, c'est l'infection mixte. On n'est jamais sûr que l'infection est liée seulement à la mycose, ou bien à la vaginose, ou bien au trichomonas. Il peut y avoir l'association. Et c'est peut-être l'une des raisons des échecs aux différents traitements. Voici un tableau comparatif. Au fait, on se base pour poser le diagnostic sur l'aspect des symptômes, donc les signes cliniques, sur l'aspect de la glaire, sur le pH vaginal, et sur les données de l'examen clinique, est-ce qu'il y a un érythème, est-ce qu'il y a de l'inflammation, est-ce qu'il y a des vésicules. Et souvent, la clinique peut nous orienter sur le diagnostic. Alors, quand confirmer le diagnostic, on n'est pas obligé systématiquement de faire un prélèvement, sinon on n'en sortira pas. Pourquoi? D'une part, parce que la femme souffre, il faut la soulager rapidement. On ne va pas faire un prélèvement et attendre 2 jours. Ça, c'est très difficile. Et aussi, la clinique, je vous ai dit, est souvent parlante et cela ne nécessite pas de faire le prélèvement. Au fait, le prélèvement est recommandé en cas de symptômes atypiques ou peu spécifiques, en cas d'absence de réponse au traitement. Là, c'est clair qu'il faut aller prélever pour être sûr du germe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'association? Est-ce qu'il n'y a pas une résistance aux différents traitements? Parce que lorsqu'on fait un prélèvement recherché s'il y a un champignon, on a le mycogramme qui va nous dire est-ce qu'il y a une résistance aux différents traitements antimycotiques en cas de récidive fréquente ou bien en cas de suspicion de forme non albicans ou de résistance aux antifongiques. Voilà les différentes. La confirmation peut se faire par examen direct, par culture et par PCR. Généralement, c'est la culture qui est préconisée. On a le résultat en 24-48 heures. Voilà. Pardon. Je vais aller vite. Alors, pourquoi? Parce que, regardez sur cette plaque, la résistance, si c'est vrai que dans le candidat albicans, on a moins de 5% de résistance, avec les autres types de mycoses, la résistance est plus importante et donc c'est très important d'avoir le type exact de champignon. Alors, quel est le traitement? Il faut d'abord différencier, est-ce que l'épisode est aigu, est-ce qu'elle est chronique ou bien récidivante? Et même lorsqu'elle est récidivante, à quel moment? Est-ce qu'elle est aléatoire? Est-ce qu'elle est post-coïtale? Est-ce qu'elle est prémenstruelle? Est-ce qu'elle est post-antibiotique? Et le traitement sera fonction par rapport à cela. Notre but, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre but premier est de soulager cette femme. Elle vient parce qu'elle souffre. Donc il faut soulager les symptômes rapidement. Il faut éradiquer l'infection pour qu'elle ne récidive pas, donc limiter les risques de récidive. Alors le traitement, quand on a une forme aiguë, pour la première fois, le traitement classique, c'est de donner des dérivés azolés. Les dérivés azolés donnent d'excellents résultats. Donc en ovule, soit c'est un traitement unique à forme prolongée, soit on va donner un traitement qui doit être répété pendant 3 jours. On dispose en Algérie maintenant de plusieurs médicaments par rapport à cela et le plus important est de voir votre type que vous allez choisir en fonction de votre habitude
et de voir est-ce qu'il est à action prolongée. Un seul comprimé suffit ou bien il faut le donner pendant 3 jours. Donner des topiques, c'est-à-dire des pommades et des crèmes pour les lésions vulvaires, parce que la lésion vulvaire, elle est parfois plus invalidante que le reste. Et le traitement antifongique oral, c'est le fluconazole qu'on va donner à 150 mg, dose unique, une seule gélule. Généralement, on la réserve à la femme célibataire, jeune fille, qui donne, de toute façon, les deux donnent le même effet et la même réponse. Il faut juste l'éviter chez la femme enceinte parce qu'elle est, surtout au premier trimestre, parce qu'il y a le risque de malformation, notamment la tétralogie de Fallot, mais il y a d'autres complications qui peuvent survenir. Donc la forme orale, il faut l'éviter pendant la grossesse, comme la précaution qu'on doit prendre pour tout médicament pendant la grossesse. Alors, qu'en est-il du polyginax? Le polyginax associe 3 substances. La nystatine qui a un effet antifongique actif, notamment sur le candida albicans. Or, on a dit que le candida albicans, c'est 90% des formes. Le sulfate de niomycine qui est un antibiotique actif qui agit contre les bactéries à gram positif. Il faut savoir que 30% des infections sont des infections associées. C'est-à-dire, même si on a macroscopiquement des signes en faveur d'une infection mycosique, attention à l'association avec d'autres germes. Et le sulfate de polymyxine B, qui est un antibiotique qui est ciblé contre les bactéries qui sont à gram négatif. Je sais, j'ai plus de temps, je dois conclure. 5 minutes, très bien. Donc, juste pour vous dire qu'il y a certaines études qui ont montré la supériorité du polyginax par rapport aux autres antimycotiques, notamment le miconazole, vous le voyez ici, un traitement de 3 jours contre le traitement 12 jours classique pour le polyginax. Et on a trouvé plus de 91% d'efficacité sur les symptômes. Donc, que ce soit le prurite vaginal, les brûlures vaginales et les douleurs, et également une excellente tolérance par rapport au miconazole. Voilà, si vous voulez prendre la plaque, vous avez tous les traitements que vous pouvez avoir. Donc, vous avez quand même une large gamme par rapport au traitement. Alors, je vais rapidement sur les formes récidivantes. Donc, on a dit, la définition, c'est plus de 3 d'épisodes en 12 mois. La confirmation mycologique est importante. À chaque fois que vous avez plus d'une infection, ayez le temps de prélever et de poser le diagnostic du type de champignon et la résistance aux antimycotiques que vous avez. Donc, les critères cliniques de récidive, c'est la réapparition rapide des symptômes typiques persistants malgré un traitement bien entrepris et des infections souvent plus résistantes, parfois avec une réponse partielle au traitement. Donc, à chaque fois qu'il y a absence au traitement, une réponse qui est partielle ou bien une récidive, dans ce cas, on va parler d'une récidive. Alors, les objectifs du traitement des récidives est de réduire la fréquence des épisodes, de soulager durablement les symptômes, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La femme qui fait des récidives, elle en aura d'autres. Notre but, c'est justement d'espacer ces périodes de récidives et de prévenir l'émergence des résistances. Alors, la stratégie, il y a un schéma qu'on appelle le protocole de Sobel. Il consiste à donner du fluconazole à 150 mg le premier jour, le 4e jour, le 7e jour. Puis, habituellement, on obtient une réponse rapide au traitement, mais pour éviter la récidive, c'est donné une fois par semaine pendant 6 mois. Quand même, c'est un traitement assez lent. Mais les études ont montré que donner ce traitement, bien sûr, c'est une femme qu'on ne doit pas perdre de vue, et on voit que les épisodes de récidive diminuent sensiblement, voire disparaissent totalement. Auquel on va rajouter également des ovules de polyginax. Pourquoi? Rapidement, parce que on a noté que les femmes qui font des récidives, c'est des femmes qui font des infections hors, c'est le non-candida albicans, et surtout celles qui résistent au traitement habituel, donc aux imidazolés. Et on a noté dans cette étude que c'est des femmes qui l'augmentation de la résistance des candidats albicans au traitement habituel adizolé. Vous voyez les différents types donc, de champignons. Voilà. Alors l'avantage aussi de ce traitement est que le polyginax
préserve les 3 principales souches des lactobacilles. On a dû, celles qui existent, elles sont là pour protéger ce vagin-là, et donc elle va respecter la flore vaginale. Voilà, je conclus. Voilà. Alors, qu'en est-il de la prise en charge des récidives? Donc, des formes dues à candida non albicans, donc c'est le fluconazole, et les alternatives c'est la nystatine, on l'a dit, et bien sûr prise en charge globale indispensable. Alors qu'en est-il des probiotiques? À l'heure actuelle, il n'existe pas de recommandation. Il semblerait le fait de donner des probiotiques agirait sur le risque de récidive, mais il n'y a pas de recommandation actuelle sur l'indication formelle. Mais il semblerait que ça diminue sensiblement. Et bien sûr, l'hygiène de vie et l'éducation thérapeutique. En conclusion, et excusez-moi d'avoir un peu tardé, il s'agit d'une pathologie fréquente mais complexe qui nécessite une approche globale, une écoute, c'est très important, et une prévention. Il faut reconnaître les formes aiguës typiques, mais il faut aussi s'alerter en cas de récidive, de forme compliquée et inefficace, et la prise en charge doit être réfléchie, et je vous remercie. Merci, professeur Naman. Et j'appelle docteur Benzidane pour lui donner l'attestation. Docteur Benzidane.